Alors c'est toujours le salon du livre à Genève et vous êtes bien sur la Jordan Secret TV avec Jordan Balecoq. Nous avons là le baobab africain, celui qui raconte l'histoire de l'homme, celui qui raconte l'histoire de la femme, celui qui nous met en valeur. Alors, M. Babankou, comment trouvez-vous ce salon africain? Bon, le salon africain, il est très bien. Il y a toute cette joie, cette force littéraire qui s'exprime ici. Et ça fait toujours plaisir de vivre ces instants magiques, de voir aussi qu'il y a des éditeurs africains qui sont venus jusqu'à Genève ici, jusqu'en Suisse. Et puis aussi de voir que la littérature finalement africaine n'est pas qu'africaine. Elle englobe aussi le Maghreb, qu'on a toujours tendance à détacher de l'Afrique. Elle englobe aussi les littératures des diasporas. Hein, voilà, tout à fait. Donc je trouve que c'est une bonne réussite qu'ils ont eue ici. Hier, on a eu le prix Nkrumah. Oui. Il a été dédié à Bayrou. Oui. Bayrou est un écrivain que j'aime beaucoup. Et il vit en Mauritanie. Et vous savez que écrire depuis l'Afrique, c'est toujours la difficulté d'être publié. Et c'est bien aussi que le prix Nkrumah puisse consacrer des écrivains à découvrir en France. Mais lui, c'est déjà un écrivain qui est chevronné. Mais recevoir le prix Nkrumah lui permet désormais au moins de commencer à installer une visibilité en France et ce n'est pas toujours facile. Sur un stand à côté, nous avons reçu Madame Flore-Agnès Ndazoua qui nous parlait de Mongo Betty. Est-ce que vous connaissez cet auteur africain? Mongo Betty, écoutez, je crois que je vais vous appeler Dany Laferrière de l'Académie française, puisqu'il a sorti même un livre sur lequel il y a Mongo. Absolument. Il me demande est-ce que nous connaissons Mongo Betty? Ah non, Mongo Betty, c'est un écrivain extraordinaire. C'est un homme qui peut être violent. Oui. Mais il change, et après 10 minutes, il n'est plus fâché. Alors il vous écrit, je suis fâché, je suis plus fâché. J'aime beaucoup les gens spontanés comme ça, et oui, avec au grand cœur, qui s'est battu, qui a ouvert sa librairie, et qui s'est battu, on a saccagé ses affaires. J'ai connu aussi quand il était professeur au lycée de Rouen, au lycée Corneille. Donc c'est un résistant. Un grand résistant et avec un humour très froid. Hein. Oui. J'aime bien. Il a un humour d'agrégé quand même, non? Comme c'était un agrégé. Donc quand tu faisais l'humour, attention, quand vous avez fini de rire, après continuez pas à attendre la prochaine, mais qui viendra dans le chapitre suivant. Hein? Non, c'est vrai qu'il a un humour d'agrégé. Il est très sérieux, mon gars. Il y a un côté, oui, c'est pas un plaisantin. Ça, c'est pas un plaisantin. J'ai été avec lui à une tournée en Afrique du Sud, un peu partout en Afrique du Sud, à Johannesburg et ailleurs, et à Paris. D'ailleurs, la première émission que j'ai faite, grande émission de télévision, c'était Bernard Pivot Apostrophe. Pas Apostrophe, c'était Bouillon de Culture avec Mongo Betty. Il était là. C'est le Québec qui était le pays invité. Et là, j'ai découvert cet homme. Et il publiait un peu ses romans un peu policiers, un peu d'ambiance. D'accord. Alors, vous venez des Antilles aussi? D'Haïti, oui. D'Haïti, comme Aimé Césaire, on a eu Christian Taubira ici, il y a cela quelques jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Comment est-ce que vous avez connu l'histoire de l'esclavage? Elle nous a tellement bien raconté. Vous avez l'art de nous raconter ça. Je pense que Taubira et Christiane a sûrement dû vous raconter cela parce qu'elle fait partie maintenant de l'histoire de l'esclavage. Et on fait passer la loi et on fait passer la journée de l'esclavage en France. Et je pense qu'elle est rentrée définitivement dans cette histoire comme acteur. Donc elle est à même de vous raconter. Je me souviens au moment où elle faisait ces démarches, on m'avait demandé d'expliquer un peu l'apport d'Haïti dans cette histoire, et en France même. Et j'avais été faire un documentaire au Panthéon, pour montrer. Le Panthéon, c'est le grand livre d'histoire que la France met à la disposition de ses enfants, pour leur apprendre l'histoire parmi les pierres, dans la chose, avec les tombes
des grands ancêtres, si l'on peut dire. Et là, j'avais démontré, d'ailleurs, il y a eu une injustice. En 89, au moment de faire entrer Toussaint Louverture au Panthéon, on a préféré faire entrer un homme intègre et honnête, Condorcet. Condorcet a parlé de l'esclavage. Toussaint Louverture a cherché à libérer son peuple. L'un est une réflexion, l'autre une action et une réflexion, puisque Toussaint Louverture était aussi un stratège. Et c'était scandaleux que ce soit Condorcet qui rentre et Toussaint Louverture restait à la porte, exactement, c'est-à-dire juste à l'entrée, on voit son nom. Et celui, je crois, Delgrès et le Martiniquais. Et là, ça a été... J'ai expliqué quand même, puisqu'on parle non seulement de Toussaint Louverture, de Delgrès, mais on parle aussi de Schœlcher, et qui est un peu une sorte de grand libérateur aussi, qui s'est battu. Et de telle manière qu'on a l'impression que c'est Schœlcher qui a fait tout dans toute la Caraïbe et tout ça. Alors j'ai montré que Schœlcher ne peut pas avoir fait la révolution haïtienne puisqu'il est né en 1804. C'était écrit Schœlcher au Panthéon, né en 1804. La révolution haïtienne est faite en 1804. Donc, nous lui devons tous quelque chose, puisqu'il a travaillé pour l'intégration, pour la liberté des gens, mais c'est Haïti qui a inventé Schœlcher. C'est pas Schœlcher qui a inventé Haïti. C'est exceptionnellement important parce que des fois, les médias partent avec une telle vitesse qu'ils oublient de regarder les dates, les bonnes dates. Peut-être c'est pour ça qu'il faut faire parler les personnes. Aujourd'hui, vous avez parlé de Mongo Betty, vous avez parlé de Taubira, vous avez parlé de Schœlcher. J'aimerais demander à ce grand de parler de vous. Monsieur Alain Mabankou, qui est ce grand? C'est une sommité. J'aimerais que vous dites à ceux qui nous regardent qui est cette sommité là présent avec nous. Voilà, je pense que vos téléspectateurs le savent déjà parce que dans tout espace d'expression française, dans tout espace francophone, on sait déjà que quand on voit La Ferrière, il y a toujours Mabankou à côté. Quand on voit Mabankou, il y a toujours La Ferrière à côté. Je pense que Dany La Ferrière et moi, c'est l'histoire d'une des plus belles complicités en littérature. Il n'y a jamais eu ces histoires de jalousie mesquine. Nous sommes dans une dimension où nous avons une sorte d'enthousiasme et de joie dans ce que nous faisons et nous le partageons. Et puis nous avons cette complicité dans les lectures, dans l'écriture, dans la vie, les petites choses. C'est quand même bien quand vous faites la même activité et d'être au-delà de cette activité aussi des très grands amis parce que vous êtes très forts. Même quand ceux qui se présentent être des ennemis viennent avec les cartouches, nous sommes sereins parce que quand je ne vois pas, il voit pour moi. Quand il ne marche pas, je marche pour lui. Donc c'est cette sorte d'amitié littéraire qui fait qu'aujourd'hui, lui, il est à l'Académie française. C'est quand même pas donné d'y entrer. Il est à l'Académie française. Il a fait un discours extraordinaire. J'étais là lors de son intronisation et il était là le jour de ma leçon inaugurale au Collège de France. Je pense que ce que Dany et moi, donc le Haïti, Québec et le Congo et la France ont fait pour la littérature d'expression française, c'est d'introduire un discours d'indépendance. C'est-à-dire que nous ne voulons pas parler au nom de nos pays ou au nom de nos peuples. Nous voulons d'abord exprimer l'individu en tant que tel, parce qu'on n'a jamais compris que même pour libérer un peuple, il faut déjà commencer par libérer l'individu. L'erreur qu'on a, c'est de penser qu'il faut d'abord aller avec les grands principes et libérer, je ne sais pas, le panafricanisme. Et à la fin, dans la case, il y a quelqu'un qui meurt de faim. C'est la personne-là qui meurt de faim qui est l'histoire de toute l'idéologie. Voilà. Tout à fait, cette amitié est à la fois sereine et très fructifiante, hein, puisque nous avons fait des choses ensemble. Nous nous épaulons, et nous lisons, nous dédicassons, dédions même nos livres. Et je crois que c'est très important aussi de savoir que mon ami Alain Mabankou est un styliste de première grandeur. On l'a vu dans ces phrases chaloupées qu'on retrouve
et dans ses romans, dans Vers cassé, dans Mémoire d'un porc épique, et dans Black Bazaar, et surtout très dansante, un peu saccadée, un peu avec un rythme plus jazz, mais jazz et rapide dans Vers cassé. Et ces essais aussi qui sont construits comme des romans, puisqu'il y a là le goût de lire et dans ces essais. Donc son essai notamment sur James Baldwin et d'autres essais qui vont paraître sur la littérature africaine et caribéenne et d'expression française même, si l'on peut dire. Donc pour moi c'est important aussi. Je ne suis pas son ami parce qu'il est un grand écrivain, mais je suis fier d'être l'ami d'un grand écrivain. Et vous aurez compris que c'est la même chose pour moi. Et nous sommes heureux d'avoir partagé ces quelques mots avec vous. Voilà. Autant pour nous, autant pour nous aussi. Nous sommes très heureux, très fiers, et ça va rester historique cet entretien avec deux sommités de la littérature d'expression française. Merci. Beaucoup, hein. Merci. Merci. Bon salon du livre. Merci, et peut-être à l'année prochaine.